Hein ? Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35, David, n'est-ce pas ? 8h35 sur Studio Kalita. L'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et à tout seigneur, tout honneur. Ce matin, la presse et les médias israéliens font honneur aux Bleus après leur qualification pour la finale de la Coupe du Monde qui se tiendra dimanche à Moscou. En battant 1-0 les Diables Rouges belges, Shahar HaNitzachon titre le Israël Hayom, vous le voyez ici avec moi. Le Israël Hayom, Shahar HaNitzachon, on va dire le but de la victoire, qui veut aussi dire en hébreu l'arc de triomphe. On voit donc dans ce journal, dans le Israël Hayom, les Bleus, tout de suite après le but libérateur de Samuel Umtiti. Le journal nous montre également les supporters français qui sont descendus par dizaines de milliers hier dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées pour fêter cette victoire et cette qualification de la sélection française pour la 3e finale de son histoire. Le Yediot, lui, consacre la moitié de sa première page à cette victoire et il titre en français, vous pouvez le voir, Vive la France, et en nous montrant Antoine Griezmann tout sourire quelques secondes après le coup de sifflet final. Et en médaillon, on voit le président français Emmanuel Macron qui était hier à Saint-Pétersbourg et qui n'a pas caché sa joie de voir les Français l'emporter. Une France qui gagne, on va dire. Les commentateurs ont salué la prestation des Bleus, mais ils ont insisté également sur le fait que les Belges n'ont pas démérité, qu'ils avaient bel et bien une équipe particulièrement performante. Tous les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur la polémique provoquée par la présentation à la Knesset de la loi sur la nationalité, Chok HaLeom. Et ils soulignent les critiques émises hier par le président de l'État, Reuven Rivlin, ainsi que par le conseiller juridique du gouvernement contre une des clauses de cette loi qui vise à ne créer dans le pays que des localités réservées à la population juive. Pour le conseiller juridique du gouvernement, une telle loi ne sera pas validée par la Cour suprême. Le président Rivlin a affirmé que cette loi risquait de porter atteinte au peuple juif. Et le Yediot Ahronoth explique que face à cette opposition, eh bien, on envisage au sein de la coalition gouvernementale de nuancer quelque peu cette clause dans cette loi sur la nationalité. Dans le Israël Hayom, Akiva Bigman, lui, écrit tout simplement au président Rivlin et il fait référence à ses critiques. Vous avez raison de prendre soin de l'image du peuple juif, écrit-il, mais pourquoi ne pas vous positionner aussi lorsqu'il s'avère qu'un juif n'a pas la moindre chance d'acquérir un terrain ou d'acheter une maison dans une localité arabe? Car, dit Bigman, c'est aussi la réalité en Galilée, c'est aussi la réalité dans le Negev. Fin de citation. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur le nouvel interrogatoire qu'a subi hier le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans l'affaire 4000, cette affaire dite Bezek-Alovitz, ou Bezek, voilà. Le Premier ministre s'est apparemment bien préparé à cette enquête des policiers et il a fourni aux enquêteurs des documents et des coupures de presse, démentant formellement qu'il y ait eu le moindre lien direct entre lui et Shaul Alovitz. Il a par exemple présenté des extraits d'articles parus dans le site Walla qui auraient été particulièrement critiques envers Sarah Netanyahou et donc il est impossible de prétendre qu'il aurait pu conclure un deal visant à présenter positivement la famille Netanyahou dans ce site d'information très populaire en Israël. Le Maariv se penche ce matin sur le mont du Temple et c'est au travers d'un éditorial de Kalman Lipskin qui déplore qu'en dépit de la décision du Premier ministre prise la semaine dernière de permettre à nouveau aux députés et ministres de monter sur le mont du Temple, eh bien ce dernier, écrit-il, n'est pas entre nos mains. Et le pire, écrit-il, c'est que nous nous sommes habitués à cela. Nous nous sommes habitués au fait qu'un juif qui murmure la table de multiplication sur le mont du Temple risque d'être conduit au commissariat pour infraction à la loi. Nous nous sommes habitués au fait qu'il est interdit de brandir un drapeau israélien sur le mont du Temple. Nous nous sommes habitués au fait que bien que ce soit les Arabes qui fassent usage de violence sur la montagne sainte, eh bien ce sont toujours les Juifs qui doivent subir des restrictions, écrit Kalman Lipskin qui déplore cette situation. Le Israël Hayom suit via son correspondant politique Ariel Kahana le sommet de l'OTAN qui doit débuter aujourd'hui à Bruxelles. L'un des hauts fonctionnaires affirme qu'Ariel Kahana a rencontré dans le cadre de ce sommet a estimé que l'Union européenne se retirera
de l'accord de Vienne, mais cela n'interviendra que lorsque la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, quittera ses fonctions. En effet, il faut rappeler que Mogherini a été, on va dire, l'une des locomotives très actives de cet accord signé en juillet 2015 et qu'elle est pour beaucoup dans la mobilisation de l'Union européenne en faveur de l'accord de Vienne. Elle doit terminer sa mission à la fin de 2019. Cependant, certains estiment que le départ des Européens de l'accord pourrait intervenir même avant celui de Mogherini de ses fonctions. En effet, depuis que l'administration Trump s'est retirée de l'accord de Vienne, de nombreux consortiums européens qui avaient signé des contrats commerciaux avec l'Iran s'en sont retirés. De même, le Israël Hayom cite Binyamin Netanyahu qui a déclaré il y a quelques jours que depuis le départ des Américains, eh bien, cet accord a perdu totalement de son importance et de son importance dans le contexte diplomatique international. Le Yediot Ahronoth nous montre ce matin une photo de 70 jeunes israéliens qui sont des jeunes particulièrement influents dans la société israélienne. Il s'agit de jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui ont été invités et reçus hier par le président de l'État, Reuven Rivlin, et par le chef d'état-major de Tzahal, Gadi Eisenkot, à la résidence du président à Jérusalem. L'objectif de cette rencontre qui était d'encourager ces jeunes à s'enrôler dans Tzahal et d'utiliser leur popularité pour pousser d'autres jeunes à s'enrôler. Notre objectif comme armée, a déclaré le général Gadi Eisenkot, et de faire en sorte que ce ne soit pas 67% des jeunes de 18 ans qui s'enrôlent, mais bel et bien 100%. Fin de citation. Le site Walla, dont on a parlé il y a quelques instants, se fait l'écho ce matin d'une déclaration du ministère des Finances, selon lequel on aurait enregistré une augmentation de quelques 10% dans le nombre d'achats d'appartements au mois de mai en Israël, au mois de mai dernier. Et la raison invoquée par Moshe Kahlon, c'est tout simplement la baisse des prix dans l'immobilier constatée au cours des derniers mois. Et puis les quotidiens nous relatent l'étonnant cas d'un gagnant de la loterie nationale israélienne qui ne sait pas encore qu'il a gagné un prix de quelques 3,3 millions de shekels, environ 800 à 900 000 euros. Il n'est pas venu les réclamer depuis le 5 mai dernier, date du tirage au sort. Si donc vous avez un ticket de la loterie nationale du loto, peut-être que c'est le ticket gagnant qui vous rapportera 3,3 millions de shekels. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Daniel Guggenheim pour commenter l'actualité économique et pour répondre à mes questions sur l'actualité économique, sur certains développements particulièrement intéressants et qui vous concernent à vous, chers auditeurs. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.